Bonjour, bonjour! Petite annonce en début de vidéo pour vous dire que celle-ci est sponsorisée par le reflet bleu dans mes lunettes. Voilà, bon visionnage. Bonjour! Je suis de retour. Nouvel environnement, nouveau matériel. Donc si l'autofocus fait n'importe quoi, c'est normal. J'ai pas encore compris comment le régler. J'avais dit dans l'onglet communauté que je lisais des livres, c'est fait, et on verra ça en fin de vidéo. Donc j'ai déménagé, et en déménageant, j'ai un petit carnet que j'ai retrouvé, qui en gros date de 2015, et donc dedans il y a mes premières notes de jeu de rôle en tant que MJ, on va dire, en tant que maître de jeu, et ça me semblait intéressant de les partager avec vous, pas dans le détail, on s'en fiche, mais vraiment juste de voir comment je les structurais, voir la différence avec maintenant, et ça me permettra de dégager des commentaires, des petits trucs, des erreurs, des astuces, pour vous, vos propres notes, vos prises de notes, et voir un peu ce que vous pouvez en tirer, quelque chose des conseils pratiques en somme. Donc on va voir ça tout de suite. L'un des premiers trucs que je vois, c'est que le scénario, il est là, enfin les chapitres du scénario, je les ai tous écrits, chapitre 1 au chapitre 8, avec des titres. Il y a un peu un côté titre d'épisode de série. C'est intéressant parce que on voit qu'il y a déjà une structure, la volonté de mener les gens d'un point A à un point B. C'est par contre assez rigide dans les titres. Bon, au début, arrivée fracassante, ensuite le général disparu, ça ok, c'est des noms, ça va. Mais les dernières parties, c'est l'attaque et la poursuite. Donc on sent que là-dessus, je sais que je voulais aller vers cette poursuite. Et je m'en souviens un peu de l'état d'esprit que j'avais à l'époque. Il y avait un côté un peu immuable. C'est-à-dire que la partie 8 de l'histoire s'appelle la poursuite parce que quoi qu'il allait advenir dans l'histoire, il allait avoir une poursuite. Ça, c'est un peu... Enfin, dommage. Par rapport à maintenant, ça, c'est beaucoup moins clair dans ma tête. C'est-à-dire que maintenant, quand je fais des histoires, j'ai plus une idée du contexte et du départ, mais la fin, c'est beaucoup plus flou. C'est comme ce que j'avais dit dans une autre vidéo, c'est plus des événements souhaités, des émotions, des situations que j'aimerais bien voir venir, mais pas plus. Pas quelque chose qui doit absolument se passer, sinon l'histoire n'est pas bien. On s'en fiche que l'histoire n'avance pas comme on veut. Ce qui compte, c'est que tout le monde s'amuse. Le MJ compris, hein, évidemment. Ah, il y a une note intéressante, j'ai des questions juste à côté, où j'ai des personnages qui disent, enfin où je me dis, est-ce que tel personnage meurt? Donc ça c'est bien. Bon, juste en dessous, j'ai des listes où les personnages, il leur arrive un sort qui apparemment est décidé. Bon, ça maintenant j'aime un peu moins. Là après, j'ai une page où j'ai tous les lieux où je pense qu'il va se passer quelque chose. Et ça, c'est quelque chose que je recommande encore aujourd'hui. C'est-à-dire que globalement, si vous pouvez avoir une idée au moins globale du territoire dans lequel les choses se passent, ça peut vraiment vous aider à déjà à structurer l'action, à structurer l'ordre de grandeur de l'action aussi, et les moyens qui sont développés. Si vous faites une histoire dans un petit village isolé, c'est pas du tout pareil que dans une grande ville. Et donc le fait de créer cette liste un peu des environnements, même si vous n'allez pas forcément tous les traiter, au moins ça vous permet de vous visualiser un peu plus ce qui se passe. Et, enfin, plutôt de vous visualiser les terrains de jeu dans lesquels vous allez pouvoir faire des trucs. Ça vous aide à avoir l'esprit clair. Tout l'objectif de toute façon des notes de maître de jeu, c'est d'avoir le moins de charge mentale possible durant les parties. C'est le seul intérêt, je trouve. Enfin, c'est l'intérêt vraiment le plus important. Parce que l'objectif du MJ, ça va être surtout d'être extrêmement attentif à ce qui se passe autour de lui. Et donc, si il n'a entre guillemets plus rien à faire parce qu'il a déjà préparé des choses en amont qui l'aident à réagir à tout, ben, il sera beaucoup plus à même d'écouter les joueurs, de voir ce qu'il va créer avec eux et donc de créer une partie qui va être vraiment fun. Alors là, j'ai des pages complètes, j'ai une page par personnage qui résume un peu l'histoire des personnages. Donc personnages non joueurs, hein, des personnages que je suis censé animer en tant que maître de jeu. Et ils ont, bon, en gros, leur passé, ce qu'ils font actuellement, et des choses qui vont leur arriver. Donc bon, là on retrouve la rigidité, je dirais, caractéristique du maître de jeu débutant. C'est-à-dire que c'est comme ça et pas autrement, parce que s'il se passe quelque chose que je n'ai pas prévu, je suis perdu. C'était un peu ça l'état d'esprit. J'en avais pas forcément conscience, mais je sais que c'est quelque chose qui arrive et que je constate aussi avec d'autres gens avec qui je joue. C'est que quand tu es maître de jeu, surtout quand tu débutes, je pense, parce qu'après les maîtres de jeu vétérans, je vois qu'ils n'ont pas ce problème, de mon expérience bien sûr.
eh bien ils ont une route, maître de jeu débutant, et si on s'en écarte, ils peuvent se sentir vraiment effrayés en se disant oui, mais si je crée une histoire sur le vif, elle risque de pas être aussi construite que ce que j'ai prévu, et donc elle risque de pas être bien, les gens vont pas s'amuser, aïe aïe aïe, je fais mal mon travail. Euh, Ça c'est vraiment une croyance bon, qui s'explique, mais plus tôt on s'en libère, mieux c'est. Euh, c'est 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 vraiment ça. La qualité de l'histoire en jeu de rôle est extrêmement dépendante de la qualité de la partie et des interactions que vous créez avec les gens. Donc ça c'est bien. C'est pas trop mal de faire une base de vos personnages. Je déconseillerais d'aller trop loin là-dedans. Vraiment, on résumerait ça en le statut social du personnage, ce qu'il est capable de faire, ce qu'il veut. Ces 3 points déjà, ça suffit largement. La situation sociale vous permet de déterminer, même si vous jouez des personnages monstrueux ou des personnages bizarres ou quoi, de vous dire est-ce que le personnage il est apprécié dans son contexte, ou est-ce qu'il a menti, est-ce il a fait des trucs bizarres, ou est-ce qu'il est juste bien installé, c'est tout, c'est quelqu'un d'ordinaire on va dire. Ce qu'il sait faire, ça vous aide beaucoup sur à quel point il peut aider ou embêter les joueurs. Et ce qu'il veut faire, bah, ça vous permet de structurer très vite n'importe quelle interaction en fait. Si vous avez une mercenaire affamée d'argent qui est pas spécialement méchante, c'est juste une vagabonde mais qui est opportuniste, bah, quand vous interagissez avec vos joueurs et que l'histoire s'écrit, vous pouvez créer facilement des situations avec ce personnage parce que vous avez déjà son objectif, c'est je veux me faire de l'argent avec ce qui se présente à moi. Et donc très facilement, vous pouvez en faire un allié utile, un ennemi. Là-dessus, pour les personnages qui vous entourent, c'est bien hein, de leur trouver une petite histoire de base, des enjeux, des choses comme ça. Mais au final, la fonction, c'est presque le plus important. Parce que vous savez, dès que vous savez qu'est-ce que vous pouvez en faire, bah après vous adaptez dans l'histoire. En jeu de rôle, le plus important, c'est pas forcément dans l'histoire ce qu'on crée précisément tout de suite, c'est plutôt ce qu'on va créer au fur et à mesure de la partie. Donc c'est pour ça que prendre en tant que maître de jeu un maximum de notes éventuellement, comme je disais plus tôt, sur l'environnement, des choses comme ça, pour alléger votre charge mentale dans les parties, c'est bien. Mais faire des personnages trop étoffés, c'est pas forcément utile, parce que vous allez les étoffer dans les parties en fait. Enfin, si vous n'avez plus rien à raconter dans les parties, du coup, c'est pas des parties de jeux de rôle qu'il faut faire, c'est écrire des livres ou faire des choses comme ça. Et comme il y a beaucoup de choses qui se construisent en jeu de rôle, enfin, je constate, c'est mieux. Enfin, c'est mieux. Vous pouvez économiser des efforts et du temps en acceptant le fait que certaines choses peuvent se construire durant les parties avec les joueurs et pas tout seul dans votre coin. Ça, c'est bien ça. Ça, par rapport à ce que j'étais en train de dire, c'est un très bon exemple. Donc, j'ai fait des listes de personnages, ça je vous l'ai dit. Mais j'ai fait aussi une faction. Et cette faction, donc j'ai fait sa petite histoire, tout ça. Et il y a toute une sous-intrigue qui est liée à une faction qui est présente dans l'une des parties que j'avais fait. Et du coup, je m'en souviens très bien. Toute cette faction, dans l'histoire en elle-même, même si elle avait plus ou moins un rôle, elle n'a strictement servi à rien. Les joueurs n'ont pas fouillé de son côté. C'était peut-être aussi de ma part le fait que j'ai pas mis assez d'indices pour aller vers là. Mais c'est aussi que c'était vraiment pas intéressant pour le rythme, pour l'histoire par rapport à l'histoire principale. Et donc là, c'est un bon exemple, on va dire, de. Heureusement que j'ai fait qu'une demi-page sur ça, parce que dans les faits, même si en théorie la sous-intrigue pouvait être super intéressante, mystérieuse, avec des rebondissements, ce que vous voulez, dans les faits, ça n'a pas intéressé les joueurs d'aller dans cette direction. Et c'est pour ça que je préconise que je dis que les personnages originaux c'est pas important, que les histoires compliquées c'est pas important. C'est parce que en jeu de rôle, alors remarque même pour les campagnes courtes ça peut s'appliquer ce que je dis. Il vaut mieux partir de clichés qu'on affine en partie que de vouloir faire des choses extrêmement complexes tant qu'on ne sait pas comment les joueurs vont appréhender avec. C'est beaucoup de tests AB AB. C'est je propose telle situation, les joueurs font ça, font ça, font ça. Les résultats sont que telle situation a été retenue, tel personnage a eu un rôle, telle autre situation ou personnage n'a servi à rien, n'est pas considéré comme digne d'intérêt, et vous élaguez, vous gardez ce qui permet le jeu, ce qui n'est pas intéressant pour le jeu, ça reste pas.
c'est beaucoup vers cette méthode-là que je tends, pour ma part. Alors là, ça extrêmement bien, ça extrêmement bien. Euh, je, le mets- je parle à mon moi d'il y a 7 ans, je fais bravo petit, bravo, bravo. Euh, Vous avez, là j'ai une liste de tous les personnages, tous les personnages un peu importants de l'histoire. Ça c'est très bien. Ça suffit des fois juste, aussi quand vous devez juste vous remettre sur vos notes, il faut penser au côté pratique des notes. Très important, le côté pratique, c'est-à-dire que, euh, encore une fois, pour ça que je déconseille les notes ultra longues et extrêmement étoffées, parce que, en partie, si vous avez un trou de mémoire, si vous vous posez une question, si un joueur fait une action qui vous déstabilise ou qui vous pousse dans vos retranchements en matière d'invention d'histoire ou quoi, avoir des notes extrêmement courtes, c'est très pratique parce qu'il faut penser, quand vous créez vos notes, il faut penser au moment où, quand je vais en avoir besoin, à quel point je vais mettre peu de temps à reprendre les rails de la partie pour que le jeu avance. Faut pas que vous soyez en mode attendez, excusez-moi, hop 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 hop. Non, c'est soit vous faites des notes très courtes, comme ça vous regardez, vous faites ah oui, les généraux. Ah bah j'ai la liste des 4 généraux là, hop là, visuellement ils sont juste là. Bon bah voilà, il y a lui. Euh, lui, elle, lui, peu importe. Et donc tout de suite, vous dites, ah oui, oui, bah, c'est tel général qui va s'occuper de vous. Et voilà. Il y a des notes qui peuvent vous servir juste pour réfléchir. Donc vous écrivez des histoires et tout un peu longues pour vous donner des idées. Mais je conseillerais notamment, enfin, même enfin, pour tous les niveaux de maître de jeu, euh, si vous adorez écrire des pavés, soit hiérarchisez-les très bien, mettez selon le logiciel que vous utilisez, mettez des titres de couleurs pour très vite trouver tel personnage, vous mettez force, faiblesse, j'en sais rien. Comme ça, quand un joueur cherche des trucs, vous faites ah oui, partie faiblesse, hop, j'ai trouvé. Soit faites des notes extrêmement courtes, comme ça, vraiment, littéralement, c'est un joueur vous pose une question, vous faites hop, ok, c'est ça. Le rythme de la partie est plus important que la qualité de l'histoire. Ça, c'est toujours le truc le plus important à retenir en jeu de rôle. Le jeu de rôle, c'est une conversation, c'est un jeu de rythme, c'est plus ça que de la dramaturgie au final. Si c'est du théâtre d'improvisation, c'est pas de la comédie classique. C'est du théâtre d'improvisation, même dans les histoires un peu cloisonnées. Même dans un scénario couloir, on se demande ce qui va se passer. Parce que il y a tout simplement une question de base, c'est est-ce qu'ils vont y arriver ou pas? Est-ce que les joueurs vont y arriver ou pas? Et ensuite, c'est comment les gens vont résoudre la situation. Pourquoi est-ce qu'on fait la partie si on sait déjà ce qui va se passer? Ben on le fait parce qu'on se demande un peu comment ça va se résoudre. Donc c'est pour ça que je préconise toujours de plus vous structurer dans vos notes pour être prêt à rebondir sur ce qui se passera, plutôt qu'à créer une histoire qui fonctionne toute seule dans son coin et qui a besoin de personne. Ah oui, ça j'aime bien. J'ai une liste de trucs, de monstres, de personnages, d'objets, d'endroits, de points d'intérêt, qui étaient dans un niveau, qui étaient présents dans un niveau. C'est super parce que bah, ça rejoint l'idée de notes rapides. C'est-à-dire, voilà, là, il y a des cadavres de machin, là, il y a un monstre, il y aura tel objet présent dans le laboratoire, ou je sais pas quoi, je crois que c'est un laboratoire, là, les notes. Là où c'est bien, c'est que ça nous aide en tant que maître de jeu à structurer. C'est-à-dire que si on voit un moment de mou, ou si les joueurs ont l'air un peu perdus, on prend dans la liste des événements ou des éléments, on se dit, ah tiens, on peut leur mettre ça. Par exemple, on sait pas par où passer, il y a 3 chemins. Un joueur qui dit, quel chemin semble le plus sécurisé? Puis toi, en tant que maître du jeu, t'es en mode ah oui, mais les 3 chemins, techniquement, on peut pas trop savoir, mais il faudrait quand même que je leur donne un os à ronger pour les guider un peu, faciliter leur prise de décision, créer du rythme, et faire que cette question, elle soit un peu récompensée. Parce que si on dit bon, bah les 3 ont l'air égaux, bon, ça peut être marrant de dire oui, mais tel chemin a l'air dangereux, tel chemin a l'air sympa. Et donc, avec cette liste, là où j'ai des objets, des monstres, des machins, bah, je peux me dire ah, il y a éventuellement tel monstre qui rôde, bon, bah, je peux te dire ah, tu entends un cri au loin du couloir de gauche. Par contre, dans le couloir de droite, t'as l'impression que ça mène plus à une zone de laboratoire propre. Il n'y a pas de sang sur les murs. Et comme ça, déjà, vous créez des dilemmes et les joueurs vont s'amuser à prendre des décisions. C'est de jouer vraiment sur les prises de décision et la sensation de transformer le monde par les choix. Je pense que c'est l'un des points importants à mettre en avant dans des parties pour que les joueurs bah, soient des joueurs, qu'ils soient acteurs de quelque chose
et que en tant que MJ on soit trop content de se dire ah ouais, ils ont triomphé de ça, c'est trop bien, ah là ils ont été trop malins, ils m'ont surpris, c'était génial. Si vous regardez déjà des émissions de jeux de rôle, on vous le dira beaucoup, c'est que le maître de jeu n'est pas contre les joueurs. Dans la pratique, j'ai déjà vu des gens qui l'oubliaient, et c'est un peu gênant. C'est gênant dans le sens où ça peut créer des situations où le maître de jeu va devenir vraiment sadique avec les joueurs et s'amuser à leurs dépens. Et si on peut éviter dans la pratique du jeu de rôle et dans le fait de parler de jeu de rôle, si on peut éviter que les gens se fassent du mal les uns les autres, et en leur donnant des méthodes qui leur permettent de gagner du temps, de s'amuser et d'être dans un environnement à la fois serein et stimulant, c'est pas plus mal quoi. C'est à peu près tout pour mes notes. Donc globalement ça va. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent par rapport à maintenant? Parce que c'était il y a 7 ans. Entre 2015 et maintenant, et bah, il y a quasiment rien qui a changé. C'est-à-dire que j'écris encore à peu près de la même façon. Par contre, au niveau de l'état d'esprit, c'est vrai que je suis beaucoup moins, comme j'avais dit, je suis beaucoup moins rigide, beaucoup moins bloqué, vraiment beaucoup plus ouvert aux propositions des joueurs. Si vous débutez en tant que maître de jeu, ça peut être complexe à appréhender, mais s'ouvrir aux propositions des joueurs, ça veut pas dire répondre à absolument tous leurs fantasmes et tout ce qu'ils veulent faire. Des fois, c'est bien de leur dire non, tu peux pas faire ça, parce que justement, ça crée des limites, et l'un des plaisirs des joueurs, ça va être de contourner ces limites, de jouer autour. Créer des limites, ça crée des enjeux. Et ça, il faut pas l'oublier. Si je pose une situation et je me régale de voir comment les joueurs vont la résoudre, sans forcément me dire que il faut qu'ils gagnent, il faut qu'ils perdent, il faut que ça se passe d'une telle manière ou pas. Tu proposes un truc, tu vois ce que la situation a donné, ça fait une fourche de choix, et puis ainsi de suite. Et comme ça, tu construis quelque chose, ça prend moins de temps aussi. Ça prend moins de temps de préparation. Ça fait du bien, ça. Bon, j'ai pris des notes de ces notes. Je vais voir si j'ai rien oublié. Et comme ça me permettra de faire le point. Liste des personnages, ok, mais n'hésitez pas à en rajouter. Ah oui, super important. Quand vous faites votre liste de personnages, cette liste n'est pas figée. N'hésitez pas à rajouter des personnages dès que vous en avez besoin. Vous savez quels sont les personnages importants pour votre intrigue, mais pas les personnages importants pour vos joueurs durant la partie. Si besoin, rajoutez des sbires, rajoutez des bras droits, rajoutez des habitants de village, des adjoints, des secrétaires, tout ce que vous voulez. Ça enrichit votre monde avec des éléments que vous pouvez facilement mettre de côté, parce que les personnages sont souvent, dans ce cas-là, anonymes ou anecdotiques, mais ils sont utiles à l'avancement d'une situation. Par exemple, un guide qui va dire aux gens ah, mais vous cherchez le chemin pour traverser la forêt de la mort. Ah oui, bah je connais ça, vous pouvez acheter ma carte, ça vous coûtera 50 pièces d'or. Et puis voilà. Et rien que le ton là que je fais, le personnage peut être nul, c'est-à-dire qu'il a juste la fonction de voilà donner un outil au joueur pour qu'il se repère, mais en interagissant avec lui, les joueurs peuvent peut-être l'apprécier, là, avec ma voix un peu bizarre que j'ai faite, ils peuvent se dire oh bah il est marrant, c'est quoi votre nom, gna gna gna. Ça, hein, faites attention. Préparez-vous-y si vous êtes maître de jeu débutant. Dans tous les cas, vos personnages anonymes anecdotiques que vous rajoutez comme ça, vos personnages fonction, ça vous donne, de la matière pour réagir à ce que vous font vos joueurs, et deux, à l'occasion, eh bien, vous aurez peut-être créé un personnage mémorable par hasard. Je vous assure que ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin. J'ai vu ça dans plusieurs équipes, plusieurs tables, avec des gens qui se connaissaient ni d'Ève ni d'Adam. Donc je l'ai vu de manière assez répétée et avec assez de mondes différents dans des environnements différents pour vous dire que ça existe et que vous avez de bonnes chances de tomber dessus. Voilà. Et c'est un argument pour le fait de faire des notes légères parce que vous allez construire des trucs en partie. Pour les personnages, donc je répète, ce qui est devenu du coup le plus utile, ce qui m'a semblé être le plus utile au fur et à mesure de ma pratique de jeu de rôle. Définir, grosso modo, le statut social du personnage, ce qu'il sait faire et ce qu'il veut faire. Ça, je pense, c'est vraiment les trucs de base qui vont vous donner le plus d'outils en un minimum de travail pour déjà avoir un personnage capable d'interagir avec les joueurs. D'où le personnage vient, ses origines ou quoi, on n'est pas obligé d'y répondre. C'est pas forcément important. Il y a plein de gens que vous croisez dans la vie qui ont des parcours complètement fous et vous vous en doutez pas. C'est la vie. Donc, d'où le personnage vient, ses origines précises, ça c'est c'est quelque chose qui peut se créer assez facilement dans les séances.
Pour vos personnages anecdotiques, si les joueurs les questionnent, vous pouvez très facilement partir sur du «Oh ben moi j'ai toujours été là de père en fils, gna gna», ou «Oh ben moi je suis là depuis juste 5 ans, mais ça va», tout ça. Et rien qu'en faisant ça, vous pouvez créer des sous-intrigues, vous pouvez créer de nouveaux persos. Le plus important pour vos notes de maître de jeu, c'est de pouvoir créer une situation pour qu'il se passe quelque chose. Et que quand vous devez réfléchir à ce qu'il va se passer, ou à ce qu'il peut se passer, ce qui est en train de se passer, vous mettiez le moins de temps possible. Parce que comme ça, vous créez une histoire ultra organique, sans temps mort, et enfin sans temps mort, le rythme c'est vous qui le gérez, quoi. Et c'est beaucoup mieux. Parce que le jeu de rôle c'est du social, et c'est des relations. C'est vraiment un jeu de société où le ludique passe presque après le social, quoi. Même voire passe carrément après le social. C'est d'abord du social, c'est d'abord de la conversation avec des gens, c'est d'abord de l'écoute des autres pour comprendre ce qui se passe et dire ok, qu'est-ce qu'on fait, comment on va s'en dépatouiller. Donc c'est pour ça que je conseille, j'essaie de transmettre ces idées, de vous adapter tout de suite, de prendre très vite le parti pris de j'ai pas tout à faire, j'ai plus à construire avec les gens. Bon, ce qui a changé un peu, c'est les outils, à peu près. C'est-à-dire que en plus du carnet, j'utilise aussi un logiciel de traitement de texte, Adobe XD, Lucid Spark. Mais ça, c'est vraiment des outils liés à l'humeur. J'en recommanderais aucun en particulier. Adobe XD, par exemple, c'est vraiment moi mon délire. J'aime bien visuellement placer des trucs. Lucid Spark, je vous le recommande rien que pour essayer. Parce qu'en gros, c'est vous créer des connexions synaptiques, je crois. Vous pouvez relier plein de trucs entre eux. Donc ça peut très vite partir dans tous les sens, mais ça peut être une disposition visuelle qui va peut-être vous intéresser, plus que par exemple un Word. Bah, j'ai fini. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Ah oui, alors, j'ai lu les 3 livres que je m'étais fixé de lire. Les 3 livres, donc c'est Dante, une comédie, Le héros au milieu d'un visage, et Psychanalyse des contes de fées. Bilan c'est super, c'est incroyable, c'est trop bien. En fait, j'ai pris plein de notes sur ces documents, mais je vais pas vous les lire là. C'était juste pour faire le bilan de l'engagement que j'avais pris vis-à-vis de vous, vu que je voulais annoncer publiquement. Je vais parler beaucoup plus des livres que je lis, parce qu'avec le déménagement, je constate que j'ai plein de livres que j'ai toujours pas lus de ma bibliothèque. Et si je lisais tous les livres de ma bibliothèque, je sens que ma culture et tout progresserait énormément. Et donc je me dis, l'astuce, c'est que non seulement je vais lire tout ce qu'il y a dans ma bibliothèque, mais je vais le partager avec vous. Comme ça, je vous apprends, je peux vous transmettre des trucs. Bon, ça ne vaudra jamais le fait de lire le livre vous-même et de l'étudier vous-même. Ça, je peux pas faire des pompes à votre place. Mais au moins, je peux vous dire, ah tiens, telle référence est utile pour ça, tel truc est intéressant pour ça. Si vous voulez progresser dans tel domaine, lisez ça. Si vous posez des questions sur tel truc, lisez ça. Donc, ce sera principalement BD, littérature classique. Voilà. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je sais pas comment vous avez fait, mais merci. Et on se retrouve très prochainement pour du nouveau contenu. Salut!